Bonjour à tous et merci à Monsieur Lévrier, à Alexis Lévrier et à Nathalie Sonac reçoit dans le cadre d'un webinaire qui est associé à un dossier de notre revue en ligne Silomag, et puis un dossier qui est consacré aux médias et notamment à la concentration des médias, qui est le thème qui va nous occuper ce soir. Pourquoi la concentration des médias? Parce que c'est à la fois, c'est ce qu'on observait en fabriquant notre dossier, c'est à la fois une question d'actualité qui est évoquée très régulièrement par les médias eux-mêmes, et en même temps, c'est pas particulièrement un sujet actuel, hein. Lorsqu'on cherche un tout petit peu et qu'on s'intéresse aux interrogations qui ont émaillé cette question de la concentration des médias, par exemple à la Libération, il y avait déjà un certain nombre de discussions sur l'opportunité de laisser les groupes de presse procéder librement, se concentrer librement. Et puis on pense évidemment aux années Hersant, aux années Lagardère, dans les années 1980, où cette question de la concentration des médias était au cœur. Il s'avère que cette concentration des médias inquiète et en même temps interroge. Elle inquiète pas tout le monde, elle stimule aussi des appétits. Elle pose en tout cas un certain nombre de questions qu'on va évoquer avec nos deux invités ce soir. La question de l'indépendance de l'information, on verra si c'est une question qui est mise en jeu par la concentration des médias. D'une manière générale, les médias sont toujours un sujet qu'on accole à la question démocratique. On verra si c'est toujours très opportun de le faire. Et donc ce soir, on reçoit Nathalie Sonac, qui est économiste, qui avait soutenu une thèse sur la presse magazine, et qui aujourd'hui est professeure en sciences de l'information et de la communication à Paris Panthéon-Assas. Vous avez été aussi également, si je ne dis pas de bêtises, 6 ans en détachement au CSA, et aujourd'hui vous présidez le conseil opérationnel du CLEMI, que beaucoup d'enseignants connaissent, puisque c'est le Centre pour l'éducation aux médias. Et parmi vos ouvrages, le dernier paru, et vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est Le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique, qui est paru chez Odile Jacob. Donc Tout est juste. bonsoir. Super. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci. Et donc Alexis Lévrier, vous êtes historien, vous êtes maître de conférence aujourd'hui à l'Université de Reims. Et vous aviez consacré une thèse au journalisme d'expression au XVIIIe siècle. Donc vous étiez spécialiste au départ de la presse d'Ancien Régime. Et puis, vous avez progressivement élargi vos intérêts et vos recherches, notamment à l'histoire matérielle de la presse, et puis également aux relations entre journalisme et politique. Votre dernier ouvrage, c'est Jupiter et Mercure, très beau titre par ailleurs, le pouvoir présidentiel face à la presse, qui est paru en 2021. C'est bien ça? Alors oui, tout est juste sauf sur le qualificatif d'historien, puisque je ne viens pas de cette discipline. Alors je suis bien historien de la presse, mais comme beaucoup d'historiens de la presse, je viens des études littéraires, euh, que c'est en lettres que j'ai fait ma thèse, que j'ai soutenu ma thèse, et après j'ai prolongé ça en infocom. Je suis aussi rattaché à un labo d'infocom. Donc voilà, j'ai analysé l'histoire de la presse à partir de cet ancrage-là, en travaillant plutôt sur la presse littéraire au départ, et puis après en élargissant à d'autres types de presse. Mais je suis pas historien, je le rappelle systématiquement et les médias l'oublient à chaque fois. Donc, Ouais, mais vous avez raison de le rappeler. Les appartenances disciplinaires sont importantes. En tout cas, je suis très content de vous avoir tous les deux parce qu'il s'avère que les médias, notamment les radios, aiment bien vous inviter ensemble, mais pas toujours en vous laissant le temps d'aller au fond de toutes les questions. Donc, j'espère que ce soir, on pourra lever un certain nombre de lièvres et voir si on peut pousser un certain nombre de sujets. La première question que je voulais vous poser à tous les deux, ça portait peut-être aussi de manière pédagogique, hein, pour nos spectateurs, ça portait sur la définition de la concentration même des médias, parce que quand on y pense, on pense d'abord au fait qu'un certain nombre d'entités capitalistes augmenteraient leur contrôle, accroîtraient leur contrôle, pardon, sur la presse, la télévision, la radio. Et en même temps, j'aimerais savoir si cette définition correspond au périmètre actuel de la concentration. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent tendance à se focaliser sur les médias traditionnels. Quand on pense à la concentration des médias, le nom de Bolloré revient de manière entêtante. Mais est-ce qu'en fait, c'est le seul sujet sur la concentration? Et est-ce que c'est le vrai sujet de la concentration des médias? Monsieur Lévrier, est-ce que pourriez-vous revenir un petit peu, peut-être, y compris, je sais pas historien, mais quand on pense historiquement au XXe siècle à la concentration des médias, de quoi parle-t-on de manière générale? ouais, longtemps, les empires de presse étaient limités à la presse écrite. Les grands empires qu'on a connus, alors Lagardère, il y avait déjà Europe 1, mais l'empire Hersan était un empire de presse écrite. Et si on remonte les périodes de concentration des médias, on en a vécu d'autres, hein. C'est aussi pour ça qu'il faut nuancer
les craintes qu'on peut avoir à l'égard du phénomène de la concentration des médias. Après, la manière dont certains empires vont se servir de cette concentration à des fins personnelles ou à des fins idéologiques, c'est autre chose. Mais en soi, la concentration des médias ne signifie pas toujours la mort de la liberté de la presse. Et si on regarde historiquement, le premier empire de presse, c'est même pas le 19e, c'est la deuxième moitié du 18e avec Charles-Joseph Pankouk, qui, qui reprend les privilèges des trois grands journaux qui avaient été créés au XVIIe siècle, qui fonde ses propres journaux, qui est aussi présent dans l'édition. Donc oui, on a un véritable empire de presse, mais de quelqu'un qui par ailleurs est favorable aux idées des Lumières et qui a plutôt fait du bien à la liberté de la presse. Évidemment, il est obligé de transiger avec le pouvoir, mais des grands patrons de presse du 19e, on peut penser à Girardin par exemple, qui fait l'objet d'une excellente biographie d'Adeline Bronin récemment. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de défauts, mais qui par ailleurs a défendu la liberté de la presse. Il a d'ailleurs présidé les travaux de la commission qui a abouti à la loi de 1880. On ne peut pas diaboliser le principe même de la concentration des médias. Ce qui est nouveau avec la période récente, et effectivement avec Bolloré, c'est qu'il a réussi là où Hersant et Lagardère avaient échoué. Eux, les limites de leur empire est venu de l'échec enfin, Nathalie pourra préciser ce point, mais me semble-t-il, de l'échec de la conquête télévisuelle. C'est-à-dire que les deux se sont cassés les dents avec Lagardère n'a pas obtenu TF1, c'est revenu à Bouygues, et puis après il a récupéré la 5 après l'échec d'Hersant, et les deux ont perdu beaucoup d'argent. Et on voit que il y a une limite qui vient dans ce passage à un empire transmédiatique. Bolloré a fait les choses à l'inverse. Il a commencé par un empire plutôt présent dans l'audiovisuel, avec la mansuétude de l'État qui lui a permis d'obtenir une fréquence gratuitement qu'il a revendue plusieurs centaines de millions d'euros à Canal+ en entrant à ce moment-là dans le capital de Canal et en grignotant de l'intérieur, et de là, après, notamment avec à la faveur du Covid, il a repris les journaux de Prisma, donc une vingtaine de magazines qui appartenaient à l'allemand Bertelsmann, et puis il a dévoré Lagardère, et donc il a récupéré à la fois Europe 1, Paris Match et le JDD. Donc, lui, il a construit, en partant de l'audiovisuel, un empire qui aujourd'hui est transmédiatique, mais qui est présent aussi dans la publicité, dans le cinéma, où il vient de racheter UGC, dans la musique, dans l'édition et dans la distribution. Donc, c'est le premier empire total en France. Et il y a des exemples ailleurs, je pense à Murdoch en particulier, mais en France, on n'avait jamais connu une situation comme celle-là. Madame Sonac, vous partagez à la fois ce que Oui, dit non, Monsieur Lévrier? pour partie, je veux dire, Alexis était bien parti pour moi, mais je trouve que l'atterrissage se concentre beaucoup trop, une fois encore, sur Bolloré. Peut-être revenir sur qu'est-ce que la concentration, en fait. C'est le fait de dire que les produits soient concentrés, donc soient réunis entre les mains de quelques-uns. Euh, dans n'importe quel secteur d'activité, la concentration est quelque chose que l'on repousse au maximum. Donc, une entreprise qui est en position monopolistique ou quelques-uns en position oligopolistique a une incidence négative pour le consommateur, soit parce qu'il y a une hausse du prix du produit, soit ça se traduit par la baisse de la qualité des produits. Lorsque ça touche des secteurs comme ceux des médias, donc la presse, la télévision, la radio, mais également, et Alexis a bien raison de le préciser, dans les industries de façon plus générale culturelle et créative, comme l'édition, la musique, on va dire tout ce qui peut porter sur l'opinion, eh bien le danger évidemment, c'est que le pouvoir soit concentré entre les mains de quelques-uns, voire de une personne, et là, ça engendrerait à la fois une hausse des prix, une baisse de la qualité et une incidence sur le pluralisme. C'est là que, évidemment, ça joue un rôle majeur parce que les médias ont un rôle essentiel, ils sont des vecteurs de démocratie. Alors, une fois se pose la question de qui les possède, il est clair que la cartographie qui est celle du 19e ou du début du 20e siècle, que l'on pourrait dresser sur l'ensemble des acteurs qui distribuent de l'information, eh bien, se sont multipliés. Donc, depuis une vingtaine d'années, ou on va dire même 25 ans maintenant, avec l'arrivée du numérique, nous sommes tous potentiellement des médias, puisque le web nous a donné cette possibilité extraordinaire de distribuer, de poster de l'information par nous-mêmes, nous tous. On pourrait pourrait se considérer comme des journalistes. Évidemment que nous ne sommes pas, en tout cas, je ne le suis pas pour ma part, mais en tout cas, il n'y a plus que simplement
les professionnels de l'information qui sont capables de poster de l'information et de posséder finalement, d'avoir un monopole de production de l'information et de distribution de l'information. Donc d'une part, parce que là pour le coup, l'arrivée du numérique a fait qu'on ait une multiplication du nombre de chaînes, ça c'est vrai depuis 2005. Hein. Donc on arrive aujourd'hui à avoir 25 chaînes de télévision qui sont accessibles gratuitement en TNT numérique, mais on a également le câble, le satellite, et alors l'explosion se fait avec la DSL. Donc aujourd'hui, le secteur des médias, il ne se circonscrit plus du tout au seul secteur des médias de la presse, de la télévision et de la radio. Et ce qui fait que les dispositifs de mesure anti-concentration qui datent de 1984 et qui est inclus dans la loi de 1986, celle qui régit et qui garantit la liberté de communication en France, eh bien, n'attrape absolument pas ni nos pratiques numériques, ni les acteurs de ce numérique-là. Donc la question de la propriété des médias demeure essentielle, c'est évident. Le fait qu'on constate ce mouvement de concentration dont on voit Vincent Bolloré comme un des acteurs, mais il y a beaucoup d'autres industriels qui sont présents. Le fait que ce soit des industriels avec beaucoup d'argent pose la question du risque d'une concentration et d'une baisse du pluralisme, pose également la question de qu'en est-il des médias et de leur viabilité économique du fait qu'ils puissent être rachetés aussi facilement par des acteurs. Et là, ça pose pour moi une question qui vient se loger derrière la question de la concentration. C'est celle finalement de la grande fragilisation aujourd'hui de nos médias et des incidences que ça peut avoir dans l'espace informationnel. Oui, on y reviendra à l'aspect que vous venez d'évoquer, mais tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose d'important et je pense que c'est utile de revenir sur cette tentative de 1986 de tenter de fabriquer une loi anti-consolidation pour avoir cherché un petit peu dans la perspective de nos échanges ce soir. C'était une loi, donc par exemple, l'article 39 évoquait la limitation de la détention capitaliste avec des seuils, voilà, des seuils très précis, Ouais. pas plus de 49%, voilà, et c'est assez surpris en fait de la quantité de détails qu'il y avait. Si on est sur Bien une sûr. radio, les chaînes hertziennes, c'est 10, 15%. Il y a des seuils extrêmement précis en fait de détention. Finalement, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais c'est vrai qu'avec la nouvelle logique économique que nous traversons, le fait que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux soient aujourd'hui la première source d'information, finalement, qu'est-ce qu'a réussi à faire la loi de 1986? Quels ont été peut-être ses succès à son époque et peut-être aujourd'hui pourquoi est-elle vous paraît-elle limitée, insuffisante? Est-ce qu'on peut revenir Alors, là-dessus? alors, la loi de 86, pardon Alexis, hein, je commence. Vas-y, vas-y. La loi de 86, elle est très large et elle embrasse énormément de modifications. Si on vraiment se circonscrit à la question de la concentration, qui est l'une des missions que peut remplir l'ARCOM, qui est le régulateur de l'audiovisuel, la communication numérique et électronique aujourd'hui, c'était la règle des 2 sur 3. Donc on croisait bien la presse, la radio et la télévision, et on se disait qu'un acteur qui pouvait posséder une chaîne de télévision avec une certaine taille d'audience, ainsi que des radios, bah de facto, il ne pouvait pas en même temps posséder un titre de presse qui avait une dimension Un quotidien. exactement, qui avait une dimension, j'allais dire quotidienne, et tu as fait bien de le préciser, qui a une dimension quotidienne et nationale. On voit bien que cet espace géographique, hein, presque, de médias est complètement bouleversé. Donc, il y a à la fois nos pratiques et nos usages qui sont numériques, mais il y a également tous ces acteurs-là qui sont dans le monde numérique. TF1, c'est aussi TF1+, Canal+, c'est MyCanal. Un propriétaire de radio est également propriétaire de chaînes de télévision. On a basculé complètement dans un modèle de médias, de Global 360, en fait, un marché très large où toutes les extensions de la presse écrite deviennent une presse en ligne. Donc, toutes ces extensions-là des médias traditionnels sont en ligne. Et puis, en plus, on a des nouveaux acteurs. Et vous évoquiez celle des nouvelles pratiques. On aura peut-être le temps d'y revenir, mais les pratiques actuelles, c'est-à-dire celles qui sont très récentes, qui n'ont pas moins de 3 ans, puisque c'est l'arrivée de ChatGPT, c'est déjà 30% aujourd'hui des jeunes qui s'informent via les moteurs de réponse. Donc les moteurs de recherche sont déjà chassés de cette économie-là. Donc on est en plein bouleversement, ce qui n'empêche pas que la question de la concentration demeure évidemment, et vous avez bien raison de nous la poser, essentielle au débat. Mais le contexte dans lequel s'est inscrit
a débuté à la fois la loi de 1982, qui est vraiment le socle même de la liberté de communication, et puis ensuite qui s'est transposé en loi de 1986 sur l'audiovisuel, on a un paysage qui n'a rigoureusement rien à voir. On a changé de monde et l'IA générative est en train d'accélérer ce nouveau monde qui n'était pas encore stabilisé. Monsieur Lévrier, sur ce sujet? Oui, oui, Nathalie a très bien résumé à la fois les enjeux de cette loi et puis le fait qu'on a d'autres impératifs à régler désormais, et que l'économie des médias a profondément changé, et les pratiques culturelles et médiatiques également. Ça va même très vite, effectivement, avec l'IA, et c'est très spectaculaire dans les rédactions aussi, hein, ils sont confrontés à cette exigence-là. Moi, ce qui me paraît intéressant quand même dans la loi de 86, et ce qui a précédé, que vient de rappeler Nathalie, c'est que il y a eu un consensus, elle est votée, c'est la loi Léotard, donc elle est préparée par la gauche au départ, hein, en tout cas les premières mesures, et puis après c'est voté par la droite. Or, à l'époque, ce qui pouvait faire peur, c'était l'Empire R100, le papivore, comme on l'appelait, hein, il a détenu le Figaro et une très grosse partie de la PQR. La règle des 2 sur 3, c'est pour ça que je passe des quotidiens, c'est que ce Presse qui fait quotidienne peur, régionale, hein, je précise. oui, presse quotidienne régionale. On a peur à l'époque de cette extension le quotidien est encore très important dans la fabrique de l'information et de l'opinion, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, cette loi, cette règle est pensée dans ce contexte-là. Et Arsène, quand on écoute aujourd'hui la manière dont il a candidaté pour la 5, il est très clair. C'est-à-dire qu'il explique devant la CNCL, qui était le nom de l'autorité de régulation à l'époque, que dans ses journaux, il y a un point de vue, il y a une opinion, il l'assume. Et tout le monde sait que cette opinion est marquée à droite, mais qui fera pas la même chose pour la 5 parce qu'il connaît la loi et qu'il sait qu'il faut, c'est l'article 1 de la loi de 86, un pluralisme interne. Dans la loi de 1881, donc la loi qui vaut pour l'ensemble de la presse écrite, on estime qu'il peut y avoir un pluralisme externe, un pluralisme à l'échelle de l'ensemble des médias, avec ses fréquences, parce que le volet essentiel qu'apporte la loi de 86, c'est l'utilisation des fréquences TNT. Eh bien, il y a cette idée précisée dès l'article 1. Hein. Le début de l'article est calqué sur la loi de 1881. Le premier article de la loi de 1881, c'est l'imprimerie et la librairie sont libres. Le premier article de la loi de 86, c'est la communication par voie électronique est libre. Donc, c'est vraiment symétrique, sauf qu'on ajoute un paragraphe ensuite qui précise un ensemble d'obligations parce que on a conscience à l'époque, et la droite comme la gauche en ont eu conscience, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des fréquences qui appartiennent à l'État, qu'on donne gratuitement pour une durée donnée à des actionnaires privés, mais avec l'obligation de respecter un certain nombre de règles du point de vue de la protection des publics, mais aussi du point de vue du pluralisme, donc de l'information, du pluralisme interne à chaque média. Et ça, je trouve que c'était très vertueux. Et on allait au-delà des différences partisanes, et que malheureusement, on a perdu un peu de vue cela. Il y a même une proposition de loi au Sénat en ce moment, qui est une proposition de projet de loi qui viserait à retirer justement ce paragraphe et à le remplacer par une formulation qui est l'actionnaire fait ce qu'il veut sur la fréquence qui lui a été concédée. Je ne sais pas la lettre de cette PPL, mais c'est l'esprit. Donc, c'est l'idée de rendre une capitulation devant ce que ces actionnaires pourraient faire de ces médias. Il faut rappeler que, pour montrer à quel point cette loi est devenue obsolète, quand il y a eu l'OPA de Bolloré sur la Gardère, donc alors, quand elle a été officialisée en 2023, l'Europe a mis un certain nombre de bémols en obligeant Bolloré à vendre Gala pour acheter Paris Match, puis il a vendu à Arnaud. On estimait que c'était des journaux People, et à juste titre, qui faisaient le même type de contenu, donc il ne pouvait pas avoir à la fois Voici, Gala et Paris Match. Et par ailleurs, c'était le plus important, c'était l'édition, il avait le numéro 2, Editis, il s'apprêtait à acheter le numéro 1, Hachette, et on lui a imposé de vendre le numéro 2 pour acheter le numéro 1. Ça n'est pas venu de France. Si notre loi de 86 n'aurait pas permis d'apporter ces modifications, il aurait aujourd'hui l'essentiel de l'édition scolaire et universitaire. C'est l'Europe qui a dû apporter cette limite-là. Ça prouve bien que nos dispositifs sont devenus totalement obsolètes. En fait, on voit par votre remarque à quel point le contexte d'il y a 40 ans, à peu près, n'est plus le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la loi de 86, c'était une loi qui disait, certes, il peut y avoir des enjeux, il y a évidemment des enjeux économiques et industriels dans le monde des médias, mais les entreprises médiatiques ne sont peut-être pas des entreprises comme les autres. Et c'est pour ça que je voulais me faire un peu l'avocat du diable et vous pousser un petit peu. C'est la vraie question. Est-ce que les entreprises médiatiques sont des entreprises capitalistes comme les autres? Si Non. on répond par l'affirmative, pourquoi faudrait-il empêcher des concentrations qui ont lieu par ailleurs dans d'autres domaines? Je me fais volontairement ici Oui. l'avocat du diable.
finalement, est-ce que ce qu'il y a dans le texte sénatorial auquel vous faisiez allusion, Monsieur Lévrier, ne traduit pas finalement une évolution qui consiste à dire, bah, en fait, il y a pas à empêcher ces phénomènes de concentration. Non, non, mais clairement pas. Personne ne s'entend pour considérer aujourd'hui que les médias sont une entreprise comme une autre. On s'entend pour dire que c'est une entreprise à part entière, mais dans le même temps, c'est une entreprise entièrement à part. Et la caractéristique fondamentale qui en fait une entreprise totalement à part, c'est la nature même euh, du produit de l'information, l'information est un bien public, donc, qui pour des caractéristiques économiques est un bien public. Dans la typologie du classement des biens privés versus publics, les caractéristiques de l'information concèdent à ce que ça soit un bien public. Peut-être quelques petits points. Alors, le fait d'avoir mis Paris Match et Gala et Voici dans le même marché, d'un point de vue économique, ça ne vaut pas. Mais enfin, néanmoins, je partage le point de vue d'Alexis sur ce mouvement-là. Ce qu'il y a, c'est que je crains que ce mouvement-là soit encore complètement dépassé. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, voire 15 ans, regardons ce qui se passe en Europe, puisque c'est le chemin que nous emprunte Alexis, donc je vais le suivre, en Europe et aux États-Unis. Le mouvement de concentration, il est absolument global, il est total. La transformation du paysage informationnel des industries culturelles d'il y a même 20 ans n'a rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les grosses entreprises sont de plus en plus grosses, elles sont de plus en plus importantes, elles sont de plus en plus intégrées verticalement. On voit bien qu'aujourd'hui, les télévisions ont besoin ou les chaînes ont besoin d'émissions, ont besoin de produits, ont besoin de stocks, ont besoin de flux. Ils ont besoin d'être présents sur toute la chaîne de valeur que représente aujourd'hui ce type d'industrie. Donc, que ça soit un Disney, un Paramount, aujourd'hui, il n'y a pas un studio, alors je cherche le mot que je cherchais tout à l'heure, il n'y a pas un studio américain, pardon, qui ne possède pas sa propre plateforme de partage de vidéos. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on voit bien MyCanal qui vient racheter du stock ou de la distribution de cinéma. Donc, ce sont des acteurs qui sont de plus en plus gros, de plus en plus importants. Donc, ce mouvement de concentration, il est général. On parlait, Alexis, tu parlais de Bolloré, une fois encore, regardons, et c'est pas la question me met. Souvent, quand je me trouve face à Alexis, je me trouve en position de celle qui défend un groupe, ce qui m'ennuie profondément, mais c'est juste parce que je garde et je conserve encore ce critère d'universitaire, c'est-à-dire à ne pas aller dans la facilité de langage et surtout de ramasser la pensée. Donc, comme vous avez la gentillesse de nous inviter, qu'on a la possibilité de prendre le temps, je pense qu'il est important de ne pas envahir le réseau de fake news. C'est très important de dire que, par exemple, je regarde Bertelsmann, c'est le plus grand groupe de communication européen, il a 175 ans et il a toujours été présent dans l'édition, dans la musique, dans la radio, dans la télévision, et il possède des centaines de stations à travers toute l'Europe, et il s'est lui aussi tenté de se positionner aux États-Unis sur le modèle de l'édition. Ce qui ne dit pas, ce qui ne veut pas dire dans ce que je dis, que ça ne pose toujours pas la question qui est fondamentale de celle de la concentration. C'est-à-dire que le fait qu'un secteur comme ceux-ci sont dans les obligations de dégager des synergies, d'aller chercher des synergies, d'aller chercher des économies d'échelle pour pouvoir investir dans de l'innovation, dans l'IAG, dans des émissions de stock, dans des émissions de flux, parce que la concurrence, elle est exacerbée, c'est un fait. Mais dans le même temps, dans la mesure où ce sont des groupes qui jouent sur un secteur, sur des entreprises qui sont dans le secteur de l'information, c'est à ce moment-là que la vigilance doit être accrue. Donc la loi de 86, certes, elle date de 86, mais elle a été modifiée plus d'une centaine de fois. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle de la 86. C'est 86 100 fois ou 95 fois modifiée, pour être exactement précise. Ensuite, c'est de dire que le dispositif de concentration n'attrape pas nos pratiques numériques, mais dans le même temps, il n'attrapait pas les magazines d'actualité, il se concentrait sur la presse quotidienne nationale ou régionale, ce qui donc tout fait ça dès le départ, ça a posé problème, et dès le départ, cette loi n'attrapait pas le groupe Ersan.
Donc 30 ans après ou 35 ans après, il est clair que ça n'attrape ni un groupe comme Le Monde, ni un groupe comme celui de Vincent Bolloré. Ça, je pense que c'est important d'y répondre. Et peut-être pour avancer un petit peu dans le temps, il y a des travaux qui ont été réalisés par des chercheurs en France sur des possibilités de mesurer différemment la concentration, notamment en s'arrêtant sur le temps d'attention et non plus, puisqu'on est dans une économie d'attention, et non plus sur le dispositif de la règle de 2 sur 3. Et là, ces travaux-là sont extrêmement intéressants dans la mesure où ils attrapent nos pratiques numériques et donc les acteurs comme un YouTube, un Facebook, un Twitch, un X, un Telegram. Donc ils absorbent, peut-être pas Telegram, mais X qui finalement embrasse, donc c'est-à-dire l'ensemble des canaux de distribution. On ne peut plus se circonscrire aujourd'hui aux chaînes de télévision, même si la question que vous posiez tout à l'heure est importante, de l'allocation et du pluralisme externe et interne. Mais néanmoins, ces acteurs-là se trouvent dans un contexte qui n'est rigoureusement rien à voir avec des acteurs qui sont plus puissants économiquement et financièrement parlant que certains États. Et donc les résultats, et j'en terminerai là-dessus, de ces travaux de la part de ces chercheurs, met en évidence que la concentration, c'est-à-dire le temps d'attention individuelle passé derrière un média, eh bien, en premier apparaît le service public, et je m'en réjouis, et le deuxième, c'est le groupe Meta. Quand on est un observateur peut-être un peu candide du champ médiatique, ce qui est mon cas, n'étant pas spécialiste du champ, il y a des phénomènes de concentration qui nous paraissent peut-être un peu curieux et sur lesquels j'aimerais avoir votre sentiment. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à considérer que la concentration est liée à une opportunité économique d'intégration à l'intérieur d'un groupe. On se diversifie en rachetant une entreprise qui nous permet en amont ou en aval d'avoir des activités différentes. Mais quand, par exemple, un Jeff Bezos rachète le Washington Post, est-ce que c'est d'abord pour une raison de rationnelle, de rentabilité économique voilà. Mais acceptons depuis le départ que ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Assumons que les entreprises médiatiques sont des entreprises à part entière, mais entièrement à part. Donc l'information est un bien public et dans le même temps, posséder un média, c'est aussi posséder de l'influence. Oui, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours ce désaccord autour de Bolloré, mais c'est beaucoup plus général que ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est ce que ça fait à l'information, ce que ça fait au journalisme. Pour moi, l'essentiel, c'est pas, enfin, j'évoquais Pankow, j'évoquais Girardin, même Hersan et Lagardère. Ce qui compte, c'est l'indépendance des rédactions. C'est ça la question. Est-ce que les journalistes peuvent travailler? Moi, le groupe Niel me fait pas peur, par exemple. Je trouve même que, et pourtant le personnage me déplaît par plein d'aspects, mais ce qui compte pour moi, c'est que le Monde, la Vie, Télérama, l'Informé, le Nouvel Obs travaillent librement. Tous les journalistes qu'on peut interroger n'ont jamais aucune pression. Tant le Monde a révélé les liens entre Xavier Niel et les époux Macron. Niel a racheté Bestima. Ça n'empêche pas le Monde et d'autres rédactions comme le Nouvel Obs de travailler sur Mimi Marchand. Voilà, c'est ce qui compte, c'est est-ce que je pense que il y a plusieurs types d'influence qu'on espère. Il y a la logique de prestige. Je pense que Niel, il se met en scène en train de justement laisser les rédactions travailler. C'est pour ça que le premier numéro de l'Informé, le média économique qu'il a créé, lui a été consacré. Bon, Bernard Arnault, il a aujourd'hui, à part l'Informé, quasiment tous les journaux économiques. Tous. Et moi, là où je pense que Bolloré a été une rupture, c'est qu'il a montré que les rédactions dans le monde français actuel, mais le même phénomène se produit dans toutes les démocraties libérales malheureusement, ne pèsent pas, ne sont pas protégées et qu'on en fait à peu près ce qu'on veut. Les Échos a résisté parce que eux, ils ont l'équivalent du droit d'agrément au sein de leur rédaction, donc il n'a pas pu faire nommer ce qu'il voulait. Mais on voit déjà qu'à Challenge, qui vient de racheter Erdriel, eh bien, il est en train d'installer ses hommes et ses idées. Donc, il en fait des instruments idéologiques et de défense d'abord de ses intérêts à lui. Rodolphe Saadé, qui a construit un empire, et il y a des motions de défiance partout, à la Tribune, à RMC, à BFM. Il a essayé et il a parvenu à évincer Aurélien Vière, qui était à la Provence le directeur, au rédacteur en chef, au directeur de la rédaction, après une qui était défavorable à Emmanuel Macron. Donc, en fait, Bolloré a ouvert la boîte de Pandore. Il a montré que c'était possible. Lui, il y a un objectif idéologique. Je reviendrai peut-être, je pense qu'on a tort de le traiter comme un empire de presse, un empire médiatique. En réalité, c'est un groupe politique, le groupe Bolloré, qui a des médias, mais qui porte un projet
même pas simplement idéologique, mais de conquête du pouvoir. Et je pense que les instruments d'analyse purement économique de Nathalie ne permettent pas de penser ce qui est en train de nous arriver. Comparer ça à Bertelsmann, c'est pas une fake news, mais c'est une énorme erreur, une immense erreur. Bertelsmann ne touche pas aux rédactions, au fonctionnement des rédactions, ne porte pas de projet idéologique. Même Murdoch, moi je le comparais beaucoup à Murdoch, parce qu'on sait à quel point Murdoch, un peu comme Bolloré, il s'est jamais présenté à une élection, mais il en a gagné plein. Sauf que Murdoch vient d'un groupe de presse. Et il n'a pas fait au Times ou Wall Street Journal ce que Bolloré a fait au JDD, à iTélé ou à Europe 1. Et on le voit aujourd'hui, la conséquence, c'est que le Wall Street Journal est, contrairement au Washington Post qui a été désarmé par Bezos pour complaire à Trump, le Wall Street Journal révèle des informations très embêtantes pour Trump, et notamment sur ses liens avec Jeffrey Epstein. C'est le Wall Street Journal, c'est Murdoch, parce que c'est un homme de presse et qu'il respecte ses rédactions. Non, pas du tout le cas de Bolloré. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce que fait le Bolloré aux rédactions. Et il a montré que c'était possible et les autres sont en train de faire la même chose. Alors, attends, alors, juste un point. Soit on parle de la concentration, et là, je dis comment on mesure, hein, comment le dispositif de mesure anti-concentration s'installe, et comment, finalement, il n'attrape pas, si je te suis, ni Bolloré, ni Xavier Niel, ni Bernard Arnault, ni Saadé, ni le groupe EBRA, ni le groupe Ouest France, ni la fondation des ascensionnistes. Donc on voit bien qu'ils sont nombreux à être des industriels derrière les médias. Là où tu fais un cas particulier, et donc on l'écarte, mais à ce moment-là, c'est un cas particulier et on assume de considérer, mais moi je ne dis pas ce que fait Bertelsmann ou pas. Je ne te disais pas que Bertelsmann avait le même comportement que Bolloré, pas du tout. Ce qui est quand même important de préciser. Ce que je disais, c'était que lorsque tu disais que Bolloré était celui qui s'étendait dans tous les médias, moi je te disais simplement, je répondais à cela, que Bertelsmann avait été le premier groupe de communication et d'industrie culturelle qui s'était, et bien avant Bolloré, puisqu'il a près de 175 ans, s'était diversifié et était un vrai groupe de communication dans le sens où il n'avait aucun actif à l'extérieur deux industries culturelles et créatives. C'est tout ce que je dis. Ça s'arrête là. Okay. Maintenant, ça c'est factuel. Donc on s'entend là-dessus. Sur le côté d'interventionnisme de Bolloré, je ne sais pas si c'est lui qui ouvre une boîte. En tout cas, il est de Pandore par rapport à Saadé. Ça, je ne ferai pas du tout ce parallèle-là. Vraiment pas. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il a un comportement interventionniste qui est très très différent de tous les autres industriels qui sont présents dans le secteur. Et là, je te rejoins. Mais ce qui m'ennuie souvent quand on discute de ça, ensemble, mais ailleurs également, c'est que on embarque tout un fonctionnement d'une économie qui est en train de mourir et qui, moi, me révulse et m'inquiète profondément. C'est-à-dire que les médias sont des vecteurs de démocratie et que la présence d'un service public, la présence de groupes forts, privés, en face d'un secteur public fort, c'est ça, pour moi, c'est mon combat. C'est-à-dire que véritablement, j'intègre le fait que l'information soit un bien public, j'intègre le fait qu'il a des spécificités évidentes d'influence et dès lors, il faut une réglementation qui soit extrêmement solide. Maintenant, c'est ça que je souhaite mettre en avant et alerter. Et finalement, quand vous avez la gentillesse de mentionner mon ouvrage sur le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, c'est qu'aujourd'hui, 23% des 18-25 ans s'informent sur TikTok. 30% des jeunes utilisent ChatGPT comme vecteur d'information. Ça ne veut pas dire, pour moi, dans ma tête, que ça relativise le comportement atypique que la réglementation doit impérativement attraper, parce que ça a une incidence sur le pluralisme et la diversité des opinions. Et que le danger derrière, compte tenu de l'orientation politique, c'est l'installation d'un pouvoir d'extrême droite dans 2 ans à l'État. Nous sommes d'accord. Mais appelons un chat, et comme on a le temps de le faire, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté cette interview, c'est qu'on ait la possibilité de poser les jalons, c'est-à-dire de poser les étapes les unes après les autres. Et c'est un raisonnement qui me semble fondamental. Et donc de ne pas mélanger, en fait, et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le fait de dénoncer Bolloré,
pour moi, est une question entièrement à part que je te laisse tout à fait traiter. Mais finalement, si elle m'importe évidemment pour des raisons qui sont liées au fait que derrière, ça risque d'être un instrument politique qui soit utilisé à la faveur d'un politique qui serait à l'extrême droite, est une question à part entière. Mais je ne souhaite pas en permanence la mettre finalement dans la boucle de la question qui est celle de la concentration, dans la mesure de la concentration de façon générale, plus générale de l'économie des médias, parce qu'aujourd'hui, cette question de l'économie des médias ne s'arrête pas, même si elle est fondamentale, vous l'aurez compris, à la question du comportement d'un acteur économique qui est Vincent Bolloré dans l'économie des médias. Et bien sûr, tu aujourd'hui, as tout à fait raison. voilà, et pardon, je vais jusqu'au bout, et aujourd'hui, j'ai véritablement l'impression que finalement, la maison brûle et qu'on regarde totalement ailleurs. Et il se passe exactement la même chose en ce moment avec la commission d'enquête pour service public. On se fait complètement rouler dans la farine, complètement rouler dans la farine parce qu'on a 2 minutes et demie pour s'exprimer, parce que soit on est de droite, soit on est de gauche, soit on est pro-Bolloré, soit on est anti-Bolloré, et c'est complètement débile. C'est pas ça la démocratie, c'est pas ça un espace public sain, c'est justement cette possibilité qui laisse le temps intellectuellement de poser les choses et de pouvoir justement en débattre avec chacun de nos arguments dans un respect qui me semble évident, qu'on a évidemment entre tous les deux, donc j'ai aucun problème avec ça. C'était une honte hier, parce qu'on a les questions posées à Martin Ajdari, y compris sur la vie privée, sur son fils, c'était une honte absolue dans cette commission. Moi, là où je te rejoins complètement sur le fait de la singularité de Bolloré, il ne faut pas confondre ça avec tout ce qui se passe dans les médias et le fait que les pratiques des jeunes évoluent à toute allure. Mais regarde, en fait, moi je pense que des empires dédiés à une conquête du pouvoir par l'extrême droite, mais ce qu'on voit une fois que l'extrême droite est là, et par exemple aux États-Unis en ce moment, c'est que les nouveaux acteurs dont tu parles, les GAFAM, peuvent tout à fait s'accommoder de ce pouvoir-là. La conversion de Zuckerberg et Bezos, il a fallu quelques minutes. Et en fait, c'était préparé au Washington Post. Il a refusé qu'il soutienne Kamala Harris. Et après, ils ont même financé la cérémonie. Et Arnaud et Saadé, pour revenir à la France, ils ont été. Alors, Arnaud était à la cérémonie et Saadé, il était dans le bureau ovale quelques jours plus tard, avec sur un fond comme un petit élève. Et derrière, il y avait un tableau avec marqué Golfe de l'Amérique, tu sais, à la place du Golfe du Mexique. Donc, ces patrons traditionnels, qui ne sont pas d'extrême droite, hein, moi je ne pense pas du tout qu'ils soient d'extrême droite ni l'un ni l'autre, ils ont montré qu'ils étaient compatibles avec ce pouvoir-là. Donc, même au-delà du cas singulier de Bolloré, qui est dédié, je pense que c'est vraiment un groupe politique et que c'est comme ça qu'il faut le penser, les autres acteurs médiatiques plus traditionnels ou nouveaux comme les GAFAM, ils fonctionnent très bien avec ce pouvoir-là. Ils s'habituent très très vite. Hein. Peut-être pour rebondir sur votre échange, et c'est pour ça que je l'ai laissé dans la durée, parce que c'était aussi un des enjeux de la possibilité de notre interview, c'est que je pense vraiment ce qui fait, ce qui fait distinction entre vous me semble être vraiment un enjeu central. Et j'aimerais bien savoir justement ce que, on va dire, 20 ans de recherche ou 30 ans de recherche sur la question des concentrations montrent de ces effets à l'intérieur des médias eux-mêmes. C'est-à-dire que est-ce qu'on a un recul sur notre capacité à mesurer euh, l'homogénéisation, par exemple, de l'information? Est-ce que l'augmentation de la concentration dans un certain nombre de pays a tendance à homogénéiser l'information ou bien un effet neutre? Est-ce que le fait, par exemple, des grands groupes de divertissement, et Madame Sonac, tout à l'heure, vous y avez fait allusion, des groupes sur des plateformes qui commencent à racheter des médias un peu plus traditionnels, est-ce que là aussi, ça a un effet, par exemple, sur la protection des rédactions, ou bien est-ce que c'est finalement quelque chose qui est assez difficile à mesurer? Est-ce que le cas Bolloré est finalement un cas absolument à part et qui doit être traité comme une sorte d'entité qui ne serait pas représentative du phénomène de concentration à l'échelle mondiale? J'ai l'impression que c'est ça le cœur du sujet. Donc en gros, que dit la recherche sur les effets concrets à l'intérieur des rédactions des concentrations ces 20 dernières années? Alexis, tu veux... Non, je te laisse répondre, je prolongerai, mais ça porte vraiment sur la période récente, ça a sans doute plus de compétences que moi. Euh, en tout cas, peut-être par exemple sur depuis l'application de la Fairness Doctrine aux États-Unis, donc en fait l'abandon de l'existence d'un service public et de laisser faire complètement le marché conduit à une homogénéisation totale. Donc aujourd'hui, la diversité des points de vue et des opinions n'apparaît plus.
Donc, c'est la raison pour laquelle je suis une fervente défenseuse d'une réglementation solide et forte. D'où l'importance, me semble-t-il, et je veux dire de mon combat entre guillemets, c'est d'absolument actualiser ce dispositif, notamment de mesures anti-concentration concernant les médias. Eh bien, mais dans ce brouillard qui s'annonce et dans cette nuit qui tombe sur l'existence des médias, je vois une petite lumière. Et la lumière, par 2 fois, arrive de l'Europe. Avec l'application depuis août 2025 d'un règlement qui s'appelle le European Media Freedom Act. Et dans ce European Media Freedom Act, il est en train de dire, alors, vous allez vous cadrer sérieusement sur le dispositif anti-concentration, sur la protection du service public, sur la protection des rédactions et d'autres articles qui sont là, et je pense en l'occurrence à l'article 5 concernant le service public. Et là, se rendre compte qu'aujourd'hui, la législation n'est absolument pas conforme à l'obligation qui est proposée et qui est donnée et ordonnée par cette European Media Freedom Act de protection du service public. Et ça, c'est vraiment pour moi une lumière qui va être, puisqu'ils sont obligés de le transposer, quels que soient les gouvernements, une lumière au niveau des médias. Et par 2 fois, si ce n'est pas par 3 fois, c'est l'Europe qui vient dans son ensemble faire avancer les choses dans ce pays où absolument rien n'avance, parce qu'on ne peut jamais rien réformer. Non, mais là, je suis totalement d'accord avec toi sur l'espoir qui vient de l'Europe. J'espère vraiment qu'on sera capable d'appliquer, de décliner le C'est une European obligation. Media Freedom Act. Oui, c'est une obligation, mais il y a des forces contraires en Europe aussi, qui viennent d'Italie, de Hongrie, et l'extrême droite est aux portes du pouvoir partout. Donc le combat, il se situe là. Et en fait, ce qu'il y a derrière tout ce dont on est en train de parler, c'est la survie même du modèle de démocratie libérale. Donc c'est très bien que l'Europe s'attelle à cette question parce que c'est notre survie à tous en tant que démocratie qui est en jeu. Moi, ce que je regrette à l'échelle française, c'est que pour l'instant, on n'a pas du tout tiré les leçons. J'ai eu un espoir après 2024 quand on a réussi à empêcher évidemment l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il y avait des propositions qui avaient été formulées dès 2023 sur le droit d'agrément. Pour moi, la clé, je disais qu'au-delà de la concentration des médias, ce qui compte, c'est comment les rédactions fonctionnent. Et il y avait une PPL transpartisane voulue par Sophie Taillé-Polian, mais avec des gens de Renaissance et même d'Horizon, Jérémy Patry-Latius, là, qui préside la commission dont on parlait, et qui avait signé tout cette proposition, parce qu'on avait conscience que ce qui se passait au JDD, une grève de 40 jours, 97% de la rédaction tous les jours qui dit on ne veut pas de Geoffroy Lejeune, si ça passait, si ça pouvait passer pour un journal aussi important que le JDD, ça veut dire que aucune rédaction n'était protégée. Donc, il y avait cette idée d'un droit d'agrément, il faut rappeler pour le public, ça veut dire que une rédaction, alors à 60 ou 70%, il y avait des débats, pouvait refuser l'arrivée d'un directeur de la publication. Et là, on était à 97%. Donc, Geoffroy Lejeune n'aurait jamais pu arriver. Et Bolloré, tout Bolloré qu'il est, n'aurait pas pu imposer ce qu'il voulait. C'était vraiment un discours de bon sens, une loi qui est ce que la démocratie peut faire de mieux, c'est-à-dire qu'on ne s'ingère pas dans le fonctionnement des médias. Il faut toujours se garder de cette tentation-là. Il s'agit juste de donner aux rédactions des instruments de leur indépendance. Et donc, on n'a pas été capable, elle n'a même jamais été examinée à l'Assemblée, et les États généraux, qui étaient un autre de mes espoirs, les États généraux de l'information, l'engagement d'Emmanuel Macron en 2022, ces États généraux, alors, comme par une ironie tragique, Christophe Deloire, qui était chargé de ces États généraux et qui est un grand défenseur de la liberté de la presse, est mort juste avant la restitution. Et dans la restitution, alors que les groupes de travail avaient proposé le droit d'agrément, on a rejeté le droit d'agrément, et avec une formule que je trouve terrible, c'est qu'ils disent on a rejeté les solutions trop contraignantes pour l'actionnaire. Voilà. Donc, ça veut dire que j'espère, comme Nathalie, que des choses viendront de l'Europe, mais au niveau national, j'ai l'impression qu'on a un renversement du rapport de force entre pouvoir politique et médiatique, et ça, c'est tout à fait inédit. Même Bouygues, tous ces patrons-là, ils sont dans une logique d'accommodement avec le pouvoir. Là, c'est comme si on avait peur du pouvoir médiatique et qu'on refusait des solutions qui soient contraignantes pour lui.
Je pense que ce qu'il faudrait revoir aussi, au-delà de la concentration, enfin, c'est les aides à la presse. C'est pas normal que Bernard Arnault en soit le principal bénéficiaire. Il devrait être recadré, enfin, dirigé vers les médias indépendants ou les médias dont on a la certitude que leur rédaction fonctionne de manière indépendante. Mais, Là, mais, le pouvoir mais là, politique a des armes. oui, mais là, Alexis, tu soulèves un point qui est important. On pourrait rentrer dans les détails, mais c'est très technique. Je pense que ça a peu d'importance. Enfin, ça a beaucoup d'intérêt, mais ça prendrait beaucoup de temps. Ce que tu soulèves est important, mais moi, ce que je soulève derrière ça, c'est le manque de courage politique que femmes et hommes politiques depuis 25 ans. La transformation de la loi de 86, ça était déjà sur la table et une nouvelle loi a été posée lorsque je suis arrivée au CSA, c'est-à-dire en 2015. Donc, c'est-à-dire que ça a 10 ans. On est toujours cette loi qui ne s'est pas adaptée avec un monde qui, je ne dis pas toutes les heures, mais toutes les années, draine de l'innovation technologique, entre dans les foyers, propose de nouveaux services. Je pense dernièrement l'IA génératif qui est fondamental. Les aides de l'État à la presse. Je me souviens que dans la première version de notre ouvrage avec Patrick Le Floch sur l'économie de la presse, déjà à l'époque, donc ça doit être 2013, nous dénoncions le fait qu'elles n'atteignent pas leur objectif et que dans le même temps, elles ne soient pas repensées. C'est-à-dire que exactement comme n'importe quelle aide, il devrait y avoir en face une révision de cette aide. C'est-à-dire lorsque l'objectif est atteint, eh bien l'entreprise n'a plus en bénéficier et ce montant-là est basculé sur autre chose. On laisse faire les choses. Là, en fait, les aides de l'État à la presse, elles sont en train de se tarir, mais tout simplement parce que l'une des principales aides, c'est celle à la distribution papier. Ah bah oui, mais comme on lit de plus en plus L'aide en postale. numérique, cette aide tombe et donc l'entreprise n'est pas aidée, alors qu'elle devrait être complètement réallouée. Alors il y a des points qui sont réalloués évidemment, mais c'est toujours en train, c'est vraiment des rustines qui sont toujours posées. Jamais n'est posé vraiment sur la table et on va jusqu'au bout. Alors, la loi de la réforme de l'audiovisuel public, on pourrait être pour, on peut être contre. Je suis sûre qu'il y a sujet à débat, voire à combat avec Alexis, mais néanmoins, elle est sur la table et elle n'a toujours pas été réglée. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, je pose sur la table, comme ça je vous le mets le pavé dans la mare, j'étais pour, je le suis dans l'absolu, mais comme nous ne sommes plus dans l'absolu, j'étais pour la fusion de cet audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde, mais sorti du panier France Média Monde, donc déjà pour moi c'est plus le même jeu, et puis ensuite de toute façon le contexte a tellement changé que finalement même ceux qui étaient aujourd'hui pour sont en train de faire marche arrière parce que les conditions ne sont absolument plus du tout réunies pour que finalement ce que signifiait un audiovisuel public commun sous la holding pour des raisons économiques, d'efficience, de mutualisation, d'administration ramurée, de se concentrer sur l'IA, de se concentrer sur l'innovation, de se concentrer sur l'économie ou les économies que les services publics pourraient faire, eh bien aujourd'hui, ça serait, je crains que ce soit délétère. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis plus sûre de mon coup parce que les analyses qui étaient faites à un moment donné, mais ne valent plus aujourd'hui. Parce que le contexte Donc, a tu as totalement changé. évolué depuis notre débat du mois de juillet sur cette question. Non, moi, je n'ai pas évolué, c'est le contexte qui a évolué. D'accord. C'est pas pour jouer, c'est pas pour faire la maline, hein, c'est pas du tout ça. C'est que les conditions qui sont aujourd'hui en place ne sont plus réunies avec une possible ministre de la Culture qui, dans 2 mois ou 3 mois, ne sera plus là parce qu'elle a la conquête de Paris. Donc, ce n'est pas du tout une atmosphère calme et paisible dont on a besoin et qui serait en plus pour moi absolument enfin, primordial pour service public que ça soit réuni. Mais je crains que les conditions aujourd'hui politiques, euh, même pas économiques, politiques, ne soient pas réunies pour qu'on puisse aboutir à quelque chose qui ne soit pas amendé de partout et qu'au final, oui, on a une fusion, mais tout ce qui était derrière ne tient plus. J'avais prévu de toute façon de vous interroger sur cette question de l'audiovisuel public, et donc on peut peut-être aborder ce point-là, qui est un point central. Cette question de la holding France Média, qui était proposée dans le rapport Le Fond et que Madame Dati avait promu, a été conspuée, notamment évidemment par une grande partie des syndicats de l'audiovisuel public. Est-ce que imaginer une holding dont le but, avec une comparaison permanente d'une sorte de BBC à la française, hein, c'était ça l'ambition, Bonsoir, euh, Jacques.
mais avec, c'est peut-être un élément polémique, mais avec moins de moyens. Enfin, l'idée était quand même, par cette holding, à la fois de offrir l'image d'un audiovisuel renforcé, mais en même temps en cherchant les économies qu'il était possible de faire. Est-ce que cette position contradictoire dans un contexte où on demandait une meilleure qualité d'information, d'intégrer des outils numériques plus aboutis et dans un contexte budgétaire contraint, n'était pas un projet quasi mort-né? Qu'est-ce que vous en pensez sur cette Oui, holding, sur ce alors en projet? fait, c'est le débat qu'on avait eu sur France Inter en juillet. Je pense que moi, le projet de Laurent Lafont, qui est le sénateur qui a pensé ce projet, j'avais rien contre au départ. Je pense que c'était vraiment quelqu'un de respectueux de l'indépendance de l'audiovisuel public. Je regrette d'ailleurs ce débat, il a été très tendu, et y compris vis-à-vis de lui. Enfin, je me suis retrouvé vis-à-vis de Nathalie et Laurent Lafont dans une posture qui me convenait pas à moi-même, parce que j'étais hostile à ce qu'était devenu ce projet, à la manière dont Rachida Dati le pensait comme un instrument contre l'audiovisuel public. C'est quelqu'un qui est arrivé Ouais. dès 2024 avec la volonté d'affaiblir l'audiovisuel public. Et tout ce qu'elle a fait vis-à-vis de Patrick Cohen, de compléments d'enquête, de déclarations incendiaires en permanence, aller dans ce sens-là, alors que c'est pas du tout l'intention de départ, ni Nathalie évidemment, qui défend l'audiovisuel public, qui a fait une très bonne tribune dans Le Monde sur les risques de privatisation, ni Monsieur Lafont, hein, qui je pense était quelqu'un de très mesuré. Voilà, on s'est retrouvé sur des positions. Moi, ce qui me plaisait pas, c'est ce que ça devenait avec le discours de Rachida Dati. De toute façon, comme l'a rappelé Nathalie, c'est plus à l'ordre du jour. Et je pense que l'objectif, et là, je suis sûr qu'on sera d'accord avec Nathalie, en ce moment, il est de défendre l'audiovisuel public. Il y a une commission d'enquête qui est vraiment pensée comme une volonté de le museler, de l'affaiblir, euh, et, euh, et c'est très dangereux. Ça participe de cette stratégie générale de conquête du pouvoir par l'extrême droite. Et on voit la même chose en Angleterre aujourd'hui, à partir d'erreurs qui sont réelles, hein, qui ont été commises au sein de la BBC. Et il y a tous les discours du parti de Nigel Farage qui visent à privatiser également la BBC. Donc, il y a cette volonté aujourd'hui, dans cette stratégie d'affaiblissement du modèle démocratique, de privatiser l'audiovisuel public ou de le priver de ses moyens de financement. Et donc, l'heure est à la défense de l'audiovisuel public avec ses limites, avec ses erreurs, avec ses insuffisances. Mais si on veut garder ce modèle de démocratie libérale, de même que tout ce qu'attaque l'extrême droite en ce moment, il suffit de regarder CNews, c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'ARCOM, l'université, évidemment, la justice, enfin, tout ce qui caractérise notre modèle démocratique est attaqué. Et les attaques, et cette commission d'enquête voulue par l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui est en fait un règlement de compte contre l'audiovisuel public à partir d'une polémique sur Patrick Cohen et Thomas Legrand, mais qui est ridicule et qui est monté par un média d'extrême droite, l'incorrect. On reproche à des éditorialistes de rencontrer des politiques, mais c'est leur travail. En plus, c'était à la demande des responsables socialistes. On leur a fait croire que c'était un complot. Ils sont dans un bar du quartier des ministères. C'est juste dément. Et ça sert à légitimer une commission d'enquête qui est un règlement de compte pur et simple et une volonté d'affaiblir et de privatiser ou même de supprimer toute forme de. Ce ne sera peut-être pas une privatisation d'ailleurs. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, souvent elle transforme l'audiovisuel public en outil de propagande. Elle s'aperçoit qu'avoir un audiovisuel public à sa main est quand même très confortable. Et en plus, il y a ces patrons de presse qui l'auront porté au pouvoir et qui, eux, n'auront pas envie de partager le gâteau publicitaire. Donc, je suis pas sûr qu'on privatise la totalité de l'audiovisuel public. On fera peut-être quelques symboles, France Inter ou France 2, mais ça sera surtout une volonté de l'affaiblir, de le museler et de le transformer en outil de propagande. Oui, Madame Sonac, sur cette holding France Média et sur cette réforme de l'audiovisuel public, est-ce qu'il Oui. s'agissait simplement de faire des économies ou l'ambition était-elle autre? Ce qu'il y a, c'est que comme le sujet est sur la table depuis une dizaine d'années, lorsque vous me dites il s'agissait que, ça dépend à quel moment. Donc, si je prends vraiment la réforme de Laurent Lafont et sa volonté, de la façon dont moi je l'ai comprise et sur laquelle je défendais et comprenais la chose, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire un renforcement, au contraire, de la force de frappe de l'audiovisuel, dans la mesure où tout le monde fait de la radio, de la télévision, de la presse, comme on le disait tout à l'heure, et était pour moi important, finalement, que l'audiovisuel public réunisse ses moyens
plutôt que d'avoir 300 personnes à la RH, bah, peut-être que 50 suffiront et en échange et contre les 250 soient transformés en des journalistes, de postes pour des journalistes. Donc le fait de fusionner, le fait de mettre les moyens communs sur l'information, notamment régionale, enfin en région, de mettre des moyens, de renforcer les moyens des rédactions, le fait de s'attaquer à la question, vous allez me dire c'est une obsession, mais quand même c'est inquiétant de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un positionnement qui est un positionnement économique. Dans un positionnement économique, lorsque se doit enfin pour moi en tout cas je le défends, lorsque le contexte dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire la gouvernance est complètement garantie dans son indépendance, que les moyens d'action, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre dans le cahier des charges, dans le suivi des contrats d'objectifs et de moyens, soient garantis, soient pérennisés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le conseil d'administration de la gouvernance, que ce soit de France Télévisions ou de Radio France, s'entendait pour la réalisation d'une certaine ligne éditoriale avec un certain nombre de moyens et avec donc un tel investissement, mais que là et que ça ne soit pas au final non pérennisé. 2 mois avant, dire au fait, j'ai oublié de te dire, c'est 50 ou 60 millions d'euros que tu dois faire. Donc c'est ça qui est complètement déstabilisant. Ensuite, ce qui est déstabilisant et que je trouve extrêmement dangereux, c'est que d'une part, il y a une attaque en règle du service public, mais il y a une attaque en règle pour certains de l'Arcom. Il y a certains, donc c'est-à-dire d'une autorité de régulation. Et alors là, on est quand même dans le populisme le plus crasse qui soit. Enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui soit pas crasse. Donc, en attendant là, je trouve qu'on touche le fond, et encore je crains que nous n'ayons pas encore touché le fond, et de oser de dire que finalement l'autorité de régulation de l'audiovisuel devrait être abandonnée, quand on sait le nombre d'interventions, rien que tout simplement la loi de lutte contre les fake news, et que tous les régulateurs européens, il n'y a pas un pays en Europe, donc on fait quand même partie encore de l'Europe, à ce que je sache, n'est pas un régulateur de l'audiovisuel ou des médias, soit il est convergé avec le milieu des télécommunications, soit il ne l'est pas, mais qu'importe, et des régulateurs qui ensemble travaillent, s'entendent et organisent, comme la transposition de la directive de services de médias audiovisuels, le European Media Freedom Act, regarde le RGPD dans son application quant les contenus des données, etc., etc. C'est gravissime d'être capable de dire entre la poire et le fromage que finalement l'Arcom, on va réviser ses missions ou encore on va le supprimer. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que la proposition qui était faite qui est encore faite, je ne sais pas comment on peut dire ça, de Laurent Lafont, elle s'inscrit dans un contexte. C'est pour ça que moi j'aime pas désolidariser les propos, c'est-à-dire qu'à la fois je suis pour une fusion, mais dans un cadre réglementé dont le Conseil constitutionnel garantit que le législateur ne profite pas tous les matins de s'immiscer un peu plus dans le contrôle du service public. Et là, il semblerait que le Conseil constitutionnel ne le garantisse pas non plus. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui fait que on peut être pour la fusion, mais que les réunions, les conditions de son application, de sa mise en œuvre ne sont plus du tout réunies. Moi, je pense que c'est déjà le cas, avec le contexte, en fait, il avait déjà changé en juillet. Mais je suis content qu'on se rejoigne sur ce point. Moi, je pense que dans le temps qu'il nous reste, il y a au moins 2 sujets qu'il faut que nous abordions, puisqu'il nous reste relativement peu de temps. Si je fais un peu le point de toutes les convergences qui sont les nôtres ce soir, il y a quand même des nécessités politiques, hein. On voit bien que l'enjeu de revoir la loi anti-concentration, on voit bien qu'elle n'est plus d'actualité. Vous avez évoqué tout à l'heure la réforme des aides à la presse, le soutien aux services publics. Madame Sonac vient d'évoquer le fait de renforcer le rôle de l'Arcom, quand même des pistes qui sont des pistes de travail importantes. Et en même temps, vous évoquez à la fois un contexte mondial qui est caractérisé par le poids des GAFA, voilà, dont il va falloir un moment qu'on parle, puisque quelle réforme nationale pour protéger nos médias dans un contexte en fait où le premier moyen d'information, mais toute population confondue, mais encore plus chez les plus jeunes, c'est à la fois les réseaux, et c'est d'abord les 4 plateformes qui comptent, j'ai lu ça dans votre livre, Madame Sonac, plus de 2 milliards d'abonnés sur 4 plateformes différentes. Donc là, en termes de concentration, on est quand même dans quelque chose d'absolument hallucinant. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on réussisse à évoquer cette question des GAFAM. Est-ce que c'est la réelle menace dans le domaine des concentrations ne viendrait pas des GAFAM?
Et puis la deuxième, comme ça, je vous offre la possibilité de répondre à ce qui vous semble le plus important ou le plus urgent, c'est finalement des acteurs politiques qui aujourd'hui euh, s'immiscent dans le monde médiatique, mais pas du tout dans une stratégie d'information, mais bien dans l'idée de faire pression sur les médias qu'ils possèdent. Enfin, on sent bien que c'est quand même là les deux sujets qui seront probablement les sujets chauds dans les années qui viennent, à la fois les GAFA et des acteurs politiques. Et peut-être que voilà, l'idée n'est pas forcément de reparler de Bolloré, mais en tout cas de parler de cette question, comment fait-on pour empêcher ces acteurs politiques de faire pression sur les médias qu'ils possèdent? Je ne sais pas qui Mais veut commencer. il y a peut-être un point qui me sort. Pardon, je vais commencer. Excuse-moi, Non, Alexis, mais j'ai pas tu peux y regardé. aller, vas-y. Pardon, j'ai dans ma pensée, j'ai pas regardé l'écran, pardon. Concernant le point des GAFAM et des réseaux sociaux, il faut quand même accorder, non pas une question de bénéfice du doute, mais une réalité. Les réseaux sociaux n'ont pas pour mission de produire une information de qualité. Ils n'ont pas pour mission de faire circuler une information qui soit éthique, déontologie, qui a pour visée de transformer le consommateur en citoyen. Ça, c'est clairement les missions qui sont assujetties à la fois à la presse et à la radio, lorsque c'est de la radio d'information, et dans le même temps, qui sont assujetties évidemment aux chaînes de télévision publiques et privées du reste. Les chaînes privées signent une convention avec l'ARCOM et elles s'engagent dans un grand nombre de missions qui sont celles de la protection des jeunes publics, d'une égalité entre les femmes-hommes, de garantir par la comptabilité du temps de parole, un pluralisme des opinions, une diversité des points de vue. Donc on voit bien que finalement certaines missions qui sont allouées en échange d'une fréquence gratuite aux chaînes de télévision privées, qui sont celles de l'intérêt général. Donc aujourd'hui, la problématique centrale qui est une pierre d'achoppement pour les médias, c'est qu'ils voient leur audience vieillir, ils voient leur audience diminuer, ils voient une chute drastique des ressources publicitaires, 70% depuis 2000, donc en 25 ans, de la chute des revenus publicitaires pour la presse écrite. Aujourd'hui, la publicité télévisée est en berne, elle s'en va, parce que les plateformes sont en train de siphonner les revenus publicitaires. Donc on voit bien que les médias sont extrêmement fragilisés sur le plan économique, et les médias publics le sont, j'y reviens pas, sur le plan politique. Donc là, il y a une responsabilité de prise de conscience de la part de la population, de prise de conscience de la part des politiques, une prise de conscience finalement de la part de la société civile, de considérer qu'aujourd'hui, il y a des armes pour finalement contrer ce qui est en train de se passer. On a une arme qui est celle de la réglementation, donc transposition de la directive European Media Freedom Act, mais également il y a tout un tas d'actions à mener à l'encontre des plateformes pour qu'elles mettent en place arrêter l'algorithme addictif. Et ça, par exemple, aux États-Unis, on trouve aussi, paradoxalement, mais un projet qui est passé au Sénat qui vise justement à protéger les jeunes publics, et j'y reviendrai. Ensuite, il y a clairement et ça me permet de basculer sur votre deuxième point, sur ce qu'il y a à faire, c'est pour moi un autre levier, c'est l'éducation aux médias, à l'information. C'est-à-dire qu'à la fois, on a la réglementation, ensuite, il faut absolument renforcer, accélérer, industrialiser la connaissance du fonctionnement des médias, mais des médias en ligne, évidemment. Hein. Je ne suis pas en train de défendre la télévision à la papa. Et puis, et donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est de la crèche à l'EHPAD. Pour le coup, dans mes activités au Clémy, au sein du conseil d'orientation du Clémy, on a rencontré à plusieurs reprises, ça fait près de 3 ans, maintenant ça doit faire plus des dizaines ou des centaines de professeurs des écoles qui sont démunis. Également des parents d'élèves qui sont démunis. Et la commission TikTok l'a mis en évidence. Et ensuite, il y a un troisième levier qui est une évidence, qui est celui de mettre en responsabilité l'ensemble de la population, dont notamment les annonceurs. C'est eux. Il faut toujours regarder où va la monnaie et où est l'argent pour pouvoir résoudre un problème. En tout cas, à mon sens, c'est peut-être parce que je suis économiste, donc j'ai une petite déformation. Mais là, c'est vraiment de regarder ce que font les annonceurs et qu'eux-mêmes ont une responsabilité en achetant des espaces publicitaires. Pourquoi ne pas flécher, voilà une mesure évidente tout de suite, de flécher un pourcentage des dépenses de communication des annonceurs vers des médias qui seraient labellisés. Alors je pense, tu pensais à Christophe Deloire, c'est une façon de lui rendre hommage
de lui rendre hommage une fois encore, avec le journalisme Trust Initiative que reprend RSF aujourd'hui, qui est une labellisation dont une soixantaine de médias déjà participent, qui n'est pas du tout celle je te dis que ce que tu dis est bien, mais qui remplit toutes les conditions d'indépendance politique, d'indépendance financière, d'indépendance vis-à-vis des propriétés, de hiérarchisation, de sélection, de sourcing, de traitement de l'information, toutes ces conditions-là qui sont réunies, qui permettent de dire, quelle que soit en fait l'information qui est ensuite véhiculée, mais est passée quand même sous ce chapeau de remise en contact avec une éthique et une déontologie. Ça, ce sont des actions qui sont à mener. J'en ai eu l'occasion d'en parler directement. Je ne me fais pas du tout une page de pub, mais néanmoins au président de la République, puisqu'il a réuni à Paris, à l'Élysée, une centaine de chercheurs parlementaires sur réseaux sociaux et démocratie. J'avais eu la chance d'être invitée. Donc, je lui ai offert mon livre. Et dans le même temps, je lui dis, non, on peut pas se laisser faire. Il y a des moyens d'action. Il faut vraiment, en même temps, si vous me permettez ce petit passage, en même temps, jouer sur la réglementation, jouer sur l'éducation et jouer sur sauver les médias avec une responsabilisation des annonceurs qui participent à l'achat d'espaces publicitaires. Et moi, j'ai appelé à la création d'un Conseil national d'éducation aux médias et à l'information, mais finalement à la citoyenneté numérique, qui réunirait l'ensemble de ces acteurs, l'ARCOM, Viginum, jusqu'à des associations de parents d'élèves avec des représentants, parce que c'est pas en silo qu'on peut analyser les choses. C'est terminé cette analyse-là. Elle est morte. Elle est morte, elle est enterrée depuis très longtemps. Il n'y a que les parlementaires qui jouent encore un jeu dont personne n'est plus du tout ni avec les mêmes cartes, ni avec les mêmes rôles du jeu, ni avec les mêmes acteurs. Pardon, je m'emballe. Monsieur Lévrier. Oui, il y a dit beaucoup de choses. Je partage son avis sur énormément de sujets, notamment sur le fait que les GAFAM prennent, siphonnent les revenus publicitaires qui devaient revenir aux médias journalistiques. Là encore, la solution pourrait venir de l'Europe si elle assume d'être un pouvoir. Il y a déjà eu la directive sur les droits voisins, donc on a fait un pas dans cette direction, mais qui s'avère insuffisant. Mais à mon avis, effectivement, la clé se situera beaucoup au niveau européen. Au niveau national, tu as tout à fait raison sur l'éducation aux médias. On est tous les deux des universitaires et on croit à notre mission de transmission. Et je suis persuadé, dans le rapport des EGI, il y a une question en formation initiale, mais aussi en formation continue. C'est-à-dire que tout au long de la vie, qu'on puisse intervenir pour former aux médias me paraîtrait une excellente chose, évidemment. La crèche à l'EHPAD. Voilà, c'est ça. Ça ne doit jamais s'arrêter. La labellisation, oui, bien sûr. J'ai vu que c'était une idée que le président avait reprise à Toulouse lors de ses dialogues avec la presse régionale. Euh, Moi, ça me va, mais si c'est la solution prônée par RSF, c'est-à-dire une labellisation qui doit échapper au pouvoir politique. Le problème, c'est que là, avec ça, comme il a cette image de président jupitérien qui se mêle des médias, tout de suite, ça génère de la suspicion. Il faut absolument que ce soit déconnecté du pouvoir politique, que ce soit des instances irréprochables, et RSF c'est un acteur parfaitement fiable pour ça. Et en parlant du pouvoir politique, ce qu'il peut faire, évidemment, c'est utiliser, fabriquer de nouvelles lois. Moi, je suis assez tu parles du rôle des GAFAM, des réseaux sociaux. Ce qui se passe avec Twitter est hallucinant. Et ça va au-delà des lois qu'on peut faire voter. C'est même un réflexe qui devrait être citoyen de la part du pouvoir politique. Twitter, maintenant, a une IA qui s'appelle Grok, qui est devenue une IA nazie. On peut le dire, puisque c'est une IA qui remet en question l'existence des chambres à gaz. Bon. Et on sait que c'est Elon Musk qui le souhaite, qui a modifié l'algorithme pour ça. Et rien ne change, c'est-à-dire que pas de proposition de loi pour obliger Twitter au moins à modifier son algorithme. Et même ce qu'on peut faire en l'absence de loi, c'est quitter Twitter. Alors moi, j'ai gardé un pied, mais beaucoup de gens, l'essentiel de la communauté universitaire est passé sur Blue Sky, qui est un réseau beaucoup plus fiable. Les grands médias progressistes, disons, respectueux du cadre démocratique, ont basculé sur Blue Sky. Qu'est-ce qui empêche le pouvoir politique et toutes les institutions officielles de faire la même chose? Je pense que ça devrait être un réflexe qu'on peut avoir en absence même d'un cas juridique. Et pareil, avant de voter de nouvelles lois, utilisons celles qui existent déjà. L'une des lois qu'a fait voter Emmanuel Macron, il a vraiment voulu l'incarner, ce qui était à mon avis une erreur, c'est la loi sur la manipulation de l'information en 2018. Oui. Qui était une réponse à un vrai problème, c'est-à-dire qu'en contexte électoral,
on sait désormais que des acteurs étrangers, notamment la Russie, interviennent pour bousculer le jeu démocratique. Et Emmanuel Macron en a été victime lui-même dans le débat de l'entre-deux tours de 2017, où Marine Le Pen reprend une fake news qui vient de la sphère russe, de comptes américains, mais qui avait été utilisé au moment de la campagne d'Hillary et qui resservent à fabriquer un compte offshore aux Bahamas, complètement fictif évidemment. Et c'est de là, il a eu l'idée de faire une loi. Alors pour moi, on aurait dû se servir de la loi de 1881, qui a un article, l'article 27 sur les fausses nouvelles, et qu'on aurait pu modifier pour prendre en compte les périodes électorales et la nécessité de répondre rapidement à des entreprises de déstabilisation. Là, il a voulu une loi singulière, donc tout le monde, tous les gens complotistes ont vu une volonté de mainmise sur la communication, mais au moins on a cet instrument. Elle n'a jamais été utilisée. En 2024, on s'est retrouvé, et là, je me suis dit, bon, j'ai eu un peu d'espoir parce que Gabriel Attal a annoncé le dépôt d'une plainte contre le JDD. Je suis désolé d'en reparler, mais euh, il y avait une volonté de déstabilisation du scrutin très claire de la part du monde Bolloré juste à la fin, quand ils ont compris qu'ils n'auraient pas la majorité absolue, que le RN n'aurait pas la majorité absolue. Le JDD, sur la plume d'un journaliste qui n'existe pas, c'est un Alexis quelque chose qui n'a aucune existence, a lancé une fake news qui était l'idée que la majorité actuelle, si elle était reconduite, abandonnerait la loi immigration. Tout était faux, mais tout a été repris avec ces effets de boucle qu'ont les médias Bolloré. Hein. C'est repris immédiatement sur CNews, sur Europe 1, partout, ça circule. Et donc, ça donne une impression de vérité. Et là, Gabriel Attal a eu un geste fort qui est de s'en prendre au JDD et d'annoncer le dépôt d'une plainte qui se fondait sur la loi de 2018, laquelle n'avait jamais servi jusque-là. Et là, enfin, elle allait avoir une utilisation. Cette plainte, on n'en a plus jamais entendu parler par la suite. Elle a, selon toute vraisemblance, soit jamais été déposée, soit retirée. Et au lieu de cela, Gabriel Attal a fait la une du JDD deux fois au cours des mois suivants. Et il était encore en interview cette semaine dans le JDD. Donc, voilà, ça donne le sentiment que le pouvoir politique fabrique des lois qu'il n'ose pas utiliser contre ce pouvoir médiatique qui est devenu plus puissant que lui. En tout cas, est tellement redouté qu'on n'ose pas l'affronter, même quand on a des outils judiciaires pour le faire. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Je vous en prie, Madame pardon, Sonac. je ne rebondis pas sur ce point-là. Je vois le chemin, mais je pense, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les médias ont toujours été considérés comme le quatrième pouvoir et dont ont toujours fait peur, ou en tout cas tenté justement de jouer le chien de garde vis-à-vis du politique comme il se doit. Mais je reviendrai sur ce que tu disais sur les réseaux sociaux comme X, donc Twitter devenu X et qu'il fallait le quitter. Bah, tu vois, on en a discuté avec plusieurs. Et en fait, finalement, moi, je trouve que c'est une erreur de quitter. Alors, pour le coup, j'y vais plus du tout. J'ai pas abandonné mon compte, mais je n'y vais plus du tout. Je ne peux plus du tout aller sur cette plateforme-là. Mais je l'ai pas ni dénoncé ni abandonné parce que finalement, j'ai l'impression qu'en faisant ça, c'est un comportement de se dire, bah, vous voyez, dans cette rue, je sais qu'il y a des mecs un peu bizarres. C'est pas éclairé la nuit. Et en tant que femme, je me sens en insécurité totale et donc je contourne. Non, moi, c'est pas ce que je demande. Je demande à ce que le service public fasse son job, éclaire la rue, vide les messieurs qui me mettent en situation d'insécurité ou de risque. Et de fait, je n'ai pas à contourner. Donc, le fait de quitter X, ça veut dire que je laisse en fait une zone de non-droit s'expliquer. Et non, ça, je ne suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, j'y suis pas du tout favorable. Moi, C'est une bonne métaphore. C'est une très bonne métaphore. je suis favorable à ce que la réglementation s'applique et que surtout on soit droit dans nos bottes. Alors, si le gouvernement a peur, ben, on revient à finalement tout ce dont on parle depuis le départ, c'est le manque de courage finalement. Est-ce que, en tout cas, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est le manque de courage qui conduit à ce que cette loi anti-mesure concentration ne veuille plus rien dire à tel point aujourd'hui qu'il soit complètement à côté de la plaque? Est-ce que c'est le manque de courage finalement que c'est une commission aujourd'hui sur l'impartialité ou la neutralité du service public, alors qu'on a une circulation gigantesque de fake news, de manipulation de l'information, d'une transformation, comme tu dis, de Grok en place d'extrême droite et que finalement on ne l'attrape pas, non, ou que le fake news soit abandonné, donc avec le fact-checking, pardon, soit abandonné. Non, tu vois, pour moi, c'est justement, c'est pas replier les Gaules, c'est au contraire s'asseoir sur ce dont on parle, être intimement convaincu
que l'exercice de la démocratie et que ne peut pas avoir lieu sans des médias et donc des médias en ligne qui soient alignés, qui soient sur une liberté de parole et que celle-ci soit encadrée. Donc la loi 86, 81 ou 1800 pour la première, 1986 pour la première, 1881 pour l'autre, et que toutes les règles et les règlements et directives au niveau européen parviennent quand même, comme on en a pas parlé, mais le Digital Service Act est une réponse très en deçà, évidemment, des besoins, parce que ça va plus vite, mais néanmoins, il y a la notion de responsabilité qui incombe aux grandes plateformes numériques, il y a la notion d'obligation de moyens techniques et humains qui est faite à ces plateformes. Donc, on voit encore une partie de la réponse vient de l'Europe. Il manque fondamentalement de courage, de temps, d'explication d'hommes et de femmes politiques qui aient envie d'appliquer finalement une politique qui est celle de la stabilisation de nos démocraties. Et ça, c'est terriblement, c'est grave en fait. C'est très grave. Ce sera Je suis complètement d'accord. le mot de la fin, parce que réglementation, régulation, ça a été un peu ce qu'on a tenté de nouer dans cette grosse heure d'échange. Et j'espère qu'on a pu aller, peut-être pas au cœur, mais à mon avis, approfondir un certain nombre de sujets qui faisaient débat et entre vous, et y compris dans l'opinion publique. Hein. Vous avez évoqué Twitter tout à l'heure, l'opportunité d'y rester, l'opportunité ou la nécessité de le Moi, quitter. j'y suis resté, hein, pour reprendre ta métaphore, j'y Et, suis resté, et précisément pour ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en février, mars, parce que j'étais pris pour cible dans l'heure des pros, j'ai subi une vague de menaces de mort, mais sur tous les réseaux, et notamment celui-là, et les gens me disaient de disparaître, soit complètement, donc c'est pour menacer de mort, soit de quitter Twitter. Ils me disaient, va sur Blue Sky, c'est l'action des gauchistes. Et par petite fierté, ce qui m'en reste, j'ai voulu rester sur ce réseau, même s'il est mal famé, comme beaucoup de rues, comme tu le décrivais. Donc j'y suis encore, mais j'aimerais que effectivement on rétablisse l'éclairage. Ouais, mais ça complètement. demandera ce que disait Madame Sonac, c'est-à-dire le courage politique. Moi, je pense que c'est un peu Exactement. le fil de tous nos échanges. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour la qualité de votre entretien. Je renvoie évidemment à vos ouvrages, à vos articles, et puis je renvoie nos spectateurs au reste du dossier Silomag numéro 20, avec plus d'une vingtaine d'articles d'autrices et d'auteurs qui continuent à creuser une grande partie des questions qui ont été abordées ce soir, à la fois la question de la concentration politique, de la concentration économique, mais aussi des alternatives et de tout ce qu'on peut soulever de positif dans un contexte qui est, du point de vue de la presse et des médias, s'annonce un petit peu sombre. Donc, merci à vous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre ce débat ensemble. Merci pour votre Merci à vous. invitation. Merci beaucoup. Merci Merci Alexis. Nathalie. Bonne Bonne soirée à soirée. vous.